Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Nicolas Beau, je suis médecin territorial, c'est-à-dire que je suis fonctionnaire, il y en a encore, territorial à la ville de Paris, en charge historiquement des missions de santé publique pour tout ce qui est médecins territoriaux. J'assure des consultations de vaccination dans des centres de vaccination du voyage et de vaccination classique à la ville de Paris. Donc, on m'a demandé de faire une présentation sur la vaccination en population générale. Je vous remercie de votre confiance. La présentation va se dérouler en 8 parties. Donc, une première partie qui est un préambule. Le préambule, c'est la deuxième page du calendrier vaccinal, hein. Je ne suis pas allé chercher très loin pour dire qu'en fait, on est souvent un peu anxieux lorsqu'on vaccine et il y a vraiment quasiment pas de contre-indication définitive à la vaccination à la vaccination. Il peut y avoir des contre-indications temporaires du fait de l'existence d'une maladie fébrile ou d'une infection aiguë, mais c'est très temporaire. Donc je pense que tout ce cadre-là, vous le connaissez déjà bien, donc n'hésitez pas à me demander euh, si je suis si j'aborde des choses un peu de façon un peu trop légère ou pas assez approfondie. On va commencer la présentation par une brève histoire de la vaccination. Donc, juste pour rappeler qu'on vaccine pour une protection personnelle, mais qu'il est toujours intéressant dans la discussion avec l'usager de dire qu'en fait, quand il se vaccine, il protège aussi la collectivité tout autour. La plus ancienne des vaccinations actuellement, c'est le BCG. Je n'ai pas parlé de la variole hein, parce que je l'ai pas noté, mais donc le BCG, en fait, vient de fêter les 100 ans du BCG. Et puis, il y a un certain nombre de maladies pour lesquelles il y a eu une vaccination obligatoire qui s'est mise en place avec la diphtérie en 1938. Il faut savoir qu'à l'époque, hein, la diphtérie, c'était vraiment un vrai un fléau social, hein. C'était d'ailleurs comme ça que c'était intitulé dans le Code de la santé publique, hein, la lutte contre les fléaux sociaux, la tuberculose, la diphtérie, etc. Le tétanos est arrivé en 1940 et puis le BCG en 1950, obligatoire, il existe déjà. La polio en 1964. En 2013, il y a eu un événement important, c'est la simplification du calendrier vaccinal et un changement de type de communication, puisqu'on a décidé de communiquer pour les rappels diphtérie, tétanos, polio en fonction des âges et non plus en fonction des délais. Donc, c'est à ce moment-là que s'est instauré le rappel à 25 ans, 45 ans, 65 ans, et puis tous les 10 ans ensuite. Et les rappels à 6 ans, à 11 ans, etc. En 2017, il y a eu le Conseil d'État qui s'est positionné pour dire pour dire à l'État, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Dans les vaccinations que vous proposez aux jeunes, certains vaccins ne sont pas obligatoires. Ils sont pourtant contenus le flacon. Donc, il faut vous positionner. Soit vous levez toute obligation vaccinale, soit vous étendez l'obligation à l'ensemble des valences présentes dans les vaccins hexavalents. Donc, c'est ce qui s'est produit. Dans un premier temps, en 2018, donc, on a eu 11 valences obligatoires. Et dans un deuxième temps, tout récemment, on en a eu 3 de plus, avec 4 de plus. D'ailleurs, on est passé à 15 avec la méningite A, C, Y, W et B. Seules ces mesures ont permis d'augmenter de façon remarquable la couverture vaccinale des enfants. Il m'a semblé intéressant aussi de dire qui fait quoi dans la politique vaccinale. Alors, l'article L311-1-1 du Code de la santé publique précise bien que c'est comme l'État maintenant qui décide de la politique vaccinale. Elle est aidée pour cela par la HAS. Au départ, donc, on a les firmes qui proposent un vaccin, qui le proposent à l'EMA, donc pour l'enregistrement. Et après se pose la question. Donc là, le vaccin est autorisé en tant que produit dépourvu d'effets secondaires ou ayant plus d'avantages que d'inconvénients. Et ensuite, la question qui se pose, c'est que faut-il, dans quelles recommandations on va le mettre en place? Est-ce qu'on va le rembourser, pas le rembourser? Donc c'est à ce moment-là que l'HAS fait des propositions appuyées
d'un collège qui s'appelle la Commission technique des vaccinations et de la Commission de transparence et d'un comité économique. Ils font des propositions au ministère de la Santé, lequel va donc valider le fait que ce vaccin soit utilisé dans telle ou telle condition. Il l'inscrit au calendrier vaccinal et il donne l'autorisation aussi pour le remboursement du vaccin. Alors, dans la présentation, il y a deux slides différentes, celle qui concerne la population générale et celle qui va concerner la population spécifique. Donc, pour la population générale, donc, vous savez qu'il y a des vaccinations, donc on vient d'en parler, qui sont désormais obligatoires avant 2 ans. Donc, c'est la diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus, hépatite B. J'ai pas, pour les vaccinations classiques, je n'ai pas prévu d'intervenir sur les schémas vaccinaux. Je ne sais pas si vous voulez que j'en parle des schémas vaccinaux, mais je pense que vous devez à peu près vous devez tous les connaître, hein. Donc, on a le fameux vaccin hexavalent qui est administré donc à 2 mois, à 4 mois et ensuite à 11 mois. On a le pneumocoque 13 ou 15, on va y revenir dessus, hein, le méningocoque aussi, la rougeole, oreillon, rubéole, et puis des vaccins recommandés, le rotavirus qui est administré en général à 2 mois et 3 mois. Et la tuberculose, il y a une question qui est portée sur la tuberculose. Oui, la vaccination contre la tuberculose par le BCG est toujours recommandée en population Île-de-France. On cible davantage les populations d'enfants de moins de 5 ans, chez lesquels le risque de méningite tuberculose est le plus important. On réalise dans nos structures, hein, le BCG. Donc, vous pouvez nous envoyer des personnes pour faire le BCG si jamais vous avez une demande de cette nature-là et que la PMI ne peut pas vous répondre à votre demande, sachant que nous pouvons vacciner aussi les enfants de plus de 6 ans qui ne sont pas suivis en PMI. Le vaccin après 2 ans, donc il n'y a plus aucun vaccin qui est obligatoire en population générale. Et par contre, si les enfants n'ont pas fait la vaccination, il y a un rattrapage qui peut être mis en place. Le rattrapage fera l'objet d'une présentation le 26 juin, donc je ne vais peut-être pas trop en parler aujourd'hui. Les rappels qui sont faits après, les vaccins qui sont faits après l'âge de 2 ans, c'est la diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, le HPV, papillomavirus, la méningite, à la fois B et A, C, Y, W. On va y revenir aussi sur les nouveautés de 2025, hein, sur les schémas vaccinaux. La grippe qui dans le calendrier vaccinal est proposée aux enfants de 2 à 18 ans. Sinon, c'est essentiellement en dehors des populations spécifiques à la population de plus de 65 ans, vous le savez tous. Et tous les vaccins qui sont inscrits au calendrier vaccinal sont remboursés. Vous n'avez pas de questions? Donc la carte, vous la connaissez tous et toutes. Donc ça rappelle le schéma vaccinal en population générale avec le BCG. Donc pour mémoire, le BCG en dessous de l'âge de 6 ans, on peut le faire d'emblée sans test tuberculinique préalable, sauf si la personne, enfin pour toutes les personnes nées en France qui n'ont pas voyagé plus d'un mois ou plus dans un pays d'endémie tuberculeuse. La diphtérie, tétanos, polio, donc vous savez que c'est le schéma à 2 mois, à 4 mois et puis à 11 mois après des rappels régulièrement tous les 5 ans jusqu'à l'âge de 11-13 ans. Et puis après, on est sur des logiques d'âge 25 ans, 45 ans, 65 ans, 75 tous les 10 ans. La vaccination contre l'hémophilus, la vaccination contre l'hépatite B qui est recommandée donc en même temps. Le pneumocoque, on va y revenir. La rougeole, ça fait partie des nouveautés 2025, on va y revenir. La méningite aussi. Le rotavirus, donc avec ces 2 vaccinations qui sont faites à 2 et à 3 mois. On reviendra, si vous voulez, sur cette carte après. Concernant les populations à risque, il y a
on peut scinder deux types de risques, le risque accru d'exposition et le risque accru de complications. Pour le risque accru d'exposition, donc des vaccinations vont être proposées. C'est pour la vaccination du personnel médical ou soignant, le personnel de laboratoire, les travailleurs sociaux. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer aux travailleurs sociaux? Bien sûr, la diphtérie, tétanos, polio et notamment l'hépatite B. Les vétérinaires et autres professionnels exposés aux animaux, on pense bien sûr à la rage. L'entourage familial d'une personne malade, on pense aux personnes immunodéprimées ou des personnes séropositives, par exemple VIH, les consommateurs de drogue, etc. Alors, Donc il y a toute une... Oui, il y a une question d'un médecin sur la vaccination du méningocoque B. Raphaël, tu oui. peux mettre ton micro, on ne t'entend pas. Oui. C'était par rapport à la slide d'avant, là, sur voilà, la synthèse, là. Moi, j'ai juste une question par rapport à l'âge de 12 mois, où on est censé leur faire 3 vaccins d'un coup. Et dans les faits, c'est toujours un peu compliqué de vendre aux parents et puis de faire trois. Est-ce que le fait de reporter le méningo B aux 16-18 mois, ça pose un réel problème ou pas, hein? Le fait de reporter le vaccin ne pose pas de réel problème. Après, on a la chance chez les enfants d'avoir deux sites supplémentaires de vaccination, puisqu'on a les quadriceps en plus des deltoïdes. Donc après, la vaccination, c'est selon la capacité parents à tolérer le nombre de doses. Et on s'adapte tous, hein, pour faire des vaccinations différées si nécessaire. À Hmm. partir du moment où on fait une vaccination, de toute façon, on en tient compte. Ça, c'est vraiment un point important. Donc, si après, il y a un décalage pour les autres vaccins, de toute façon, on ne recommence pas la vaccination. Et il faut savoir que pour la méningite, l'âge critique en termes d'exposition, c'est dans les 2 premières années. Donc, décaler la vaccination un peu plus tard, ça a moins d'intérêt. Ok. Après, vous devez jongler avec on doit jongler en fait avec la volonté des parents, mais aussi avec le fait qu'en période hivernale, on a des grippes, on a de la fièvre, on a un certain nombre de paramètres qui entrent en compte. Parce que du coup, la troisième injection de méningo B, c'est considéré comme quoi? C'est un booster? Ou c'est la fin du schéma vaccinal initial? C'est la fin du schéma vaccinal initial. Ok, ok, ok. Il y a une Très bien. Alors, pour le méningo B, le schéma vaccinal est un peu complexe, hein, mais il est très bien expliqué dans le calendrier vaccinal. Et en fonction du moment où on initie je peux vous le mettre, en fonction du moment où on initie la vaccination, le nombre de doses, les délais entre les différentes doses diffèrent. Et donc, s'en souvenir, c'est compliqué. Donc, si la vaccination est initiée entre 2 et 5 mois, on fait 2 doses euh, en respectant un intervalle minimal de 2 mois. Donc, en général, là, c'est le 3 mois, 5 mois et 6 mois. Ça, c'est le schéma classique. Et dès qu'on commence à décaler, on a une dose de rappel qui se fait au cours de la deuxième année avec un intervalle d'au moins 2 mois entre la primo-vaccination et la dose de rappel. Et si on décale encore un petit peu plus la dose, on fait le rappel avec un intervalle de 12 à 23 mois. Donc c'est assez compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est comme pour l'hépatite B d'ailleurs, c'est qu'à partir du moment où on a fait la deuxième dose, il faut tenir compte du délai entre la deuxième dose et le rappel, et pas du délai entre la première dose et le rappel. Donc, on fait la première dose, on fait la deuxième dose selon les recommandations, et si après on doit faire le rappel, on tient compte du délai entre la deuxième dose et le rappel. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc la troisième dose est un rappel. Euh, alors, la troisième dose fait partie du rappel comme pour comme, je ne sais pas ce que vous définissez comme terme rappel, euh, mais la troisième dose fait partie de la fin du protocole. Après, moi, je suis pas hyper vaccinologue, mais pour moi, les rappels, c'est fait pour rebooster l'immunité qui a déjà été formée sur
primo-vaccination? Alors, ça fait partie de la primo-vaccination. C'est-à-dire D'accord. que, comme pour la diphtérie, tétanos, polio, si on fait que la troisième dose permet d'avoir une immunité qui va durer au moins 5 ans. La, D'accord. la dose à 6 mois, à 11 mois. Et vous pouvez juste redire entre la deuxième dose de méningo B et donc la troisième dose, c'est quoi le délai à respecter entre les deux? Entre la deuxième et la troisième dose, dans une vaccination, dans un protocole standard, Hmm. entre 3 et c'est 3, 5 et c'est 3, 5 et 12 mois. Donc Ok, c'est M3, M3, M5, M12. ok. Et après, il y avait une question d'une pharmacienne sur le remboursement. Alors, le remboursement de quoi, Christine, tu peux nous dire en activant ton micro? Je crois qu'elle a quitté Elle a quitté? Donc, Ah oui, bon. Donc, on peut poursuivre. Donc là, on aborde la question des compétences des professionnels de santé. Donc, il y a eu des décrets qui ont été publiés en août 2023 qui ont élargi la possibilité à d'autres professionnels de santé que les médecins et que les sages-femmes, elles étaient déjà bien concernées par la vaccination, à réaliser d'autres vaccins au-delà du Covid et de la grippe, hein, parce que ces professionnels de santé pouvaient déjà vacciner pour la Covid et pour la grippe, hein. Pour la Covid moyennant formation pour les pharmaciens. Je ne sais pas s'il y a toujours un pharmacien qui est présent. Et les infirmiers pouvant déjà pratiquer l'acte vaccinal, mais sans formation. Donc, on a un tableau qui est disponible sur le net, hein, qui comporte donc la rubrique sage-femme, pharmacien et infirmier, avec en ligne les différentes maladies pour lesquelles il est proposé une vaccination. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les infirmiers, pour les pharmaciens, la vaccination est maintenant autorisée pour l'administration et pour la prescription pour les personnes de 11 ans et plus. Pour les personnes de 11 ans et plus, les vaccins vivants atténués sont également autorisés, mais pas chez les personnes immunodéprimées. On a vu pour la vaccination Mpox, par exemple, que la notion d'immunodéprimé était d'ailleurs un petit peu parfois tendancieuse, puisque une personne séropositive qui a un taux de CD4 assez élevé était considérée dans la vaccination Mpox comme non immunodéprimée. Alors l'acte est payé lorsque le vaccin est administré et non pas lorsqu'il est prescrit. Le stockage des vaccins dans un cabinet libéral infirmier n'est pas possible. On verra que c'est une grande différence par rapport aux pharmaciens. Ça paraît être évident, mais ça peut pénaliser quand même beaucoup l'activité de vaccination. Les vaccinations du voyageur ne sont ni mentionnées ni recommandées dans le calendrier des vaccinations. Ils ne peuvent donc être prescrits et ils peuvent être administrés sur ordonnance, mais ils ne peuvent pas être prescrits. Alors, c'est souvent un point de difficulté, ces vaccinations du voyageur. La personne vient pour une hépatite A. Est-ce qu'on est autorisé à lui faire? A priori, non. Si c'est une personne qui présente une pathologie nécessitant une vaccination hépatite A, oui. Si c'est une personne qui a des rapports sexuels avec d'autres hommes, oui. Mais si c'est pour le voyage, non. Une personne qui vient pour la fièvre jaune, alors elle ne se présentera pas dans votre cabinet de consultation puisque c'est une prescription dans des structures spécialisées. Mais si elle va en Guyane, ça fait partie d'un vaccin qui est remboursé par l'assurance maladie. Si la personne habite en Guyane, si la personne y va pour un voyage, ça fait partie d'une vaccination voyage. Alors, dans le décret, il sépare la prescription des vaccins de l'administration. Il faut différencier la prescription médicale du produit et de l'acte. Je peux administrer sans prescription médicale euh, sans prescription médicale de l'injection, mais sur prescription médicale du vaccin, tous les vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur.
Alors, dans le slide, vous avez un lien Internet d'un document qui est très très bien fait, qui s'appelle Extension des compétences vaccinales des professionnels. Et vous y trouvez donc des questions-réponses. Alors, c'était pas le bon. Voilà, des questions-réponses à destination des infirmiers. Je ne sais pas si vous l'avez déjà consulté, mais il est vraiment très bien fait. Suis-je obligé de prescrire? Quelles sont les conditions pour pouvoir prescrire des vaccins? Je ne suis pas inscrit à l'ordre des infirmiers, puis-je prescrire? Etc., etc. Donc, vous avez donc un chapitre qui comporte la prescription des vaccins et un chapitre qui comporte l'administration des vaccins. Concernant les pharmaciens, vous avez également ce site internet qui peut permettre donc de répondre à la plupart des questions. Je ne sais pas si vous avez déjà consulté ce site ou pas. Donc en résumé, s'il y a une prescription médicale de l'acte et du vaccin, je peux administrer n'importe quel vaccin, quel que soit l'âge de l'enfant. Donc qu'il ait plus de 11 ans ou moins de 11 ans. Et si il n'y a pas de prescription médicale de l'acte et du vaccin, je suis en totale autonomie pour les personnes de plus de 11 ans et pour des vaccins non vivants si la personne est immunodéprimée. Pour les pharmaciens, donc le lien existe aussi. Les vaccins du calendrier des vaccinations en vigueur, selon les recommandations figurant sur le même calendrier, sont autorisés pour les personnes de plus de 11 ans, dont les vaccins atténués, mais non autorisés là aussi à être prescrits chez des personnes immunodéprimées. L'acte est payé lorsque le vaccin a été administré, ce qui veut dire que si vous faites une prescription d'un vaccin et que la personne va à la pharmacie, vous n'êtes pas payé pour cette prescription-là. C'est la personne qui fait l'injection qui va être payée pour son acte. Ils ont la chance d'avoir un stockage possible pour les vaccins. On attend, on serait bien content de pouvoir avoir, nous aussi, médecins, cette possibilité de stockage de vaccins que nous avons dans les centres de vaccination gratuites, mais que vous n'avez pas dans vos cabinets. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous demandez, de pouvoir stocker des vaccins dans vos cabinets. Donc pareil pour les pharmaciens, les vaccinations du voyageur ne sont ni mentionnées ni recommandées dans le calendrier des vaccinations et ne peuvent donc être prescrits. Alors ça, je l'ai découvert, hein. Si un pharmacien a déjà administré des vaccins et déclaré cette activité à l'ARS avant le 9 août 2023 et que vous ne souhaitez pas prescrire des vaccins, vous n'avez pas à faire une nouvelle déclaration auprès de l'ordre des pharmaciens pour l'administration. Je ne peux pas administrer les vaccins pour les moins de 11 ans, ça on le savait. L'administration par le pharmacien de vaccins vivants atténués aux personnes immunodéprimées, 11 ans et plus, est autorisée. Elle se fait en lien avec le médecin qui a prescrit le vaccin. Je ne connais pas d'application de ce paragraphe. Si le vaccin est prescrit par un autre professionnel de santé, le remboursement, il est de 7,50 €. C'était pour le pharmacien qui est parti. Et si le pharmacien prescrit le vaccin, il est de 9,60 €. Sachant que pour la grippe, il n'y a pas de prescription. Donc, dans ces cas-là, le vaccin est remboursé à 7,50 €. Alors, il y a une question du docteur Marie Malesson. Oui, bonjour. C'était Bonjour. juste, tout à l'heure, vous avez fait la différence entre la prescription du vaccin et la prescription de l'acte d'injection. Mais, la prescription de l'acte d'injection, on peut la faire à destination d'un infirmier. On peut la faire aussi à destination du pharmacien? Si, Oui. d'accord, on peut dire au pharmacien, on peut lui prescrire l'injection? Même si Oui, oui, on peut lui prescrire l'injection. Oui, oui. En fait, soit vous faites l'ordonnance, vous mettez à réaliser par l'infirmier, et à oui, ce moment-là, n'importe quelle pharmacie, n'importe quel infirmier peut le faire. Et pour la oui. pharmacie, toutes les pharmacies ne réalisent pas la vaccination. Donc, les gens peuvent se présenter dans des pharmacies qui n'ont pas réalisé la formation. Mmh. Alors, pour les pharmaciens,
De ce que nous faisons, nous, c'est qu'on rédige l'ordonnance et les personnes vont se fournir elles-mêmes en pharmacie et c'est la pharmacie qui fait elle-même sa prescription et qui fait elle-même l'injection. D'accord. Mais imaginons, j'ai un enfant de, je sais pas, j'ai n'importe quoi, de 8 ans à vacciner. Je peux presque. Donc, normalement, le pharmacien ne peut pas le faire s'il a Non, moins de 11 ans. Mais si je lui non, fais une non, prescription en demandant, ça marche pas. non, non, D'accord. Ok. C'est bon. non. Compris. Merci. Donc là, on va rentrer dans les nouveautés 2025. Donc, on va aborder le pneumocoque, le méningocoque, la rougeole et un certain nombre d'autres vaccins. Le pneumocoque, donc, vous savez que c'est un commensal du rhinopharynx. Donc, il est présent chez les nourrissons et chez les enfants, donc, qui sont des réservoirs permanents. Un peu comme le HPV, il y a de nombreux sérotypes, mais seule une minorité est pathogène. L'incidence des infections invasives à pneumocoque est élevée aux deux extrêmes de la vie. Le vaccin Prevnar, qui était jusqu'à présent celui qui était utilisé, a eu un effet sur l'incidence des infections invasives à pneumocoque jusqu'en 2014. On le voit sur la courbe ici, au niveau de la flèche, il y a eu une baisse de l'incidence des infections invasives à pneumocoque. Et à partir de 2014, ici, il y a eu une réascension du nombre de cas signalés. Cette réaugmentation a touché donc deux populations, la population des plus de 65 ans, qui est en noir, je crois, et la population qui est en noir, oui. Et la population, non, c'est les moins de 2 ans, et la population des plus de 25 ans, 65 ans, qui est en vert. Docteur Bou, je me permets juste de vous dire, il reste 30 minutes de Oui. présentation. Alors, donc les nouveautés, c'est qu'il y a un nouveau vaccin qui est le Prevnar 15, qui est le vaccin de Vance. On a un Prevnar 20 qui est également nouveau. Concernant les enfants et les nourrissons, il y a une interchangeabilité qui est possible entre le 13 et le 15. L'HAS a considéré que le bénéfice apporté par le vaccin de Vance était suffisant pour autoriser l'utilisation et le remboursement de ce vaccin. Le schéma vaccinal, donc c'est de 2 à 4 mois, on fait 2 doses M2, M4 et un rappel à 11 mois, un peu comme pour les autres vaccins, il y a un décalage qui peut se produire après. De 7 à 11 mois, on reste sur 2 doses à 2 mois d'intervalle suivi d'une dose de rappel 1 an plus tard. Et à partir de l'âge d'un an, on fait 2 doses à 2 mois d'intervalle. Pour les personnes à risque, il est important de souligner pour les moins de 18 ans que, on fait un schéma à 3+1. Donc, on fait à 3 mois, à 4 mois et à 2, à 3 et à 4 mois et on fait un rappel et qu'on utilise à partir de 2 ans parce que c'est, pas indiqué avant l'âge de 2 ans. On utilise toujours le Prevnar, le Pneumo 23. Donc le vaccin polydéisique. Pour les personnes âgées de plus de 18 ans, on utilise maintenant uniquement le Prevnar 20. On n'utilise plus la combinaison Prevnar 13 et Pneumo 23. Si la personne n'a jamais été vaccinée, on fait une dose de Prevnar 20. En fonction des antécédents vaccinaux, on est obligé de maintenir des délais entre l'administration du nouveau vaccin Prevnar 20 et les anciens vaccins. Si la personne n'a jamais été vaccinée, ça ne pose pas de problème. On fait une dose de Prevnar 20. Si la personne a déjà eu une dose, soit de Prevnar 13, soit de Prevnar, soit de Pneumovax, on attend 1 an avant d'administrer le Prevnar 20. Et si la vaccination a été déjà combinée entre Prevnar 13 et Pneumo 23, on attend 5 ans avant d'administrer la dose de Prevnar 20. Concernant le méningocoque, donc il est commensal du rhinopharynx à tout âge, alors qu'on a vu que pour le pneumocoque, c'était surtout chez les enfants. Il y a un pic, il y a 3 pics en fait d'incidence chez les nourrissons avant 2 ans, chez les adolescents et chez les grands seniors. De ces 3 pics, on a retiré comme indication des recommandations. On a retiré des recommandations pour les nourrissons, pour les adolescents, mais pas pour les grands seniors. Les grands seniors, si on regarde les courbes, c'est à partir de 80 ans.
Le type B, toujours actuellement majoritaire, sauf chez les seniors. L'important de la vaccination, c'est d'éviter le passage du portage lorsqu'on a un échange de gouttelettes de salive, un échange de bactéries. L'important, c'est d'être vacciné pour éviter le portage et la diffusion dans son entourage. Concernant l'extension de l'obligation vaccinale de la méningite A, C, Y, W et B pour tous les nourrissons jusqu'à l'âge de 2 ans, c'est devenu une obligation depuis le 1er janvier 2025, hein, y compris ceux qui ont déjà été vaccinés contre le méningocoque C, puisque c'était une question, hein, un enfant qui a déjà eu ses 2 doses de Nacevac a un rattrapage qui se fait avec la méningite A, C, Y, W. On retrouve les schémas que nous avons vus tout à l'heure. Donc M6, M12, si la personne a moins d'1 an, 2 injections pour la méningite A, C, Y, W, et le fameux rattrapage de 1 dose entre 1 et 2 ans. Ça, c'est pour la vaccination obligatoire. Pour le B, c'est le protocole que nous avons vu tout à l'heure, M3, M5, M12, avec un schéma de rattrapage de 2+1, avec des délais variables entre la deuxième et la troisième dose. Transitoirement, il y a un rattrapage qui est proposé jusqu'à l'âge de 4 ans, révolu, donc jusqu'au 5e anniversaire, où chez un enfant donc, qui n'a jamais eu la vaccination méningite A, C, Y, W, on lui fait 1 dose. Et pour un enfant qui n'a jamais eu la vaccination contre la méningite de type B, on lui fait 2 doses. Pour les jeunes adultes, à partir de 11 ans, un peu sur le mode du papillomavirus, donc on vaccine les enfants contre la méningite A, C, Y, W. Cette recommandation va s'associer, comme pour le papillomavirus, à des campagnes de vaccination en milieu scolaire. Et à partir de 15 ans à 24 ans, il y a un rattrapage pour ceux qui n'ont jamais été vaccinés contre la méningite A, C, Y, W et B. Alors, la question est posée aussi pour ceux qui ont déjà été vaccinés dans l'enfance, puisque la vaccination A, C, Y, W a une durée de vie qui est assez longue, une dizaine d'années. Par contre, le B a une durée de vie qui est assez courte. Donc, on fait un rattrapage pour les enfants qui n'ont pas été vaccinés. Nouveauté, donc ça c'est un tableau de synthèse. Vous avez la vaccination pour A, C, Y, W. On fait 2 doses avant 12 mois et 3 doses pour le B. À partir de 12 mois, on fait 1 dose pour le A, C, Y, W et toujours 3 doses pour le B. Et jusqu'au 5e anniversaire, on ne fait plus qu'une dose pour la méningite A, C, Y, W et 2 doses pour la méningite de type B. De 5 à 11 ans, on ne fait rien. Avant, on vaccinait en rattrapage les enfants contre la méningite de type C. On ne nous demande plus de vacciner les enfants entre 5 et 11 ans, que ce soit du A, du C, du Y ou du B. Entre 11 et 14 ans, donc on fait 1 dose pour le ACYW. De 15 à 24 ans, on fait toujours 1 dose pour le ACYW. Et on introduit la méningite de type B. Le délai actuellement, par les experts Infovac, par exemple, c'est le délai entre les 2 doses de méningite de type B. Il est plutôt recommandé à 6 mois, mais il peut être fait dans les documents du laboratoire, ça peut être fait à 1 ou 2 mois. La rougeole, pourquoi parler de la rougeole? Parce que la rougeole est en recrudescence, donc régulièrement, hein, il y a des cycles pour cette maladie. Cette maladie revient. Donc, on en a parlé aux États-Unis, on en a parlé au Maroc, on en parle aussi en France. Il y a eu 180 cas de rougeole sur la période de 2024. 70% des cas étaient des personnes qui étaient non ou incomplètement vaccinées. Et la rougeole touche à peu près tous les âges, puisque ça touche les enfants, mais aussi les jeunes adultes de 30-39 ans. Donc, vous avez ici le diagramme des cas signalés entre 2023 et 2024 avec une recrudescence hivernale. Alors, le vaccin,
Pour mémoire, le vaccin protège à près de 100% hein, pour 2 doses, mais une dose ne permet pas d'atteindre la couverture vaccinale nécessaire pour immuniser la collectivité, qui est de 95%. Une dose permet d'obtenir de l'ordre de 90%, mais pas 95%. Donc, il faut vraiment cette deuxième dose pour que l'immunité collective soit bien assurée. La vaccination est obligatoire pour le nourrisson depuis 2018. On l'a fait à l'âge de 12 mois et de 16 à 18 mois. Il peut être nécessaire de la faire avant l'âge de 12 mois. Si on fait cette dose-là, c'est le point important des nouveautés 2025, c'est que si on l'a fait avant l'âge de 12 mois, il faut absolument la refaire pour avoir 2 doses au-delà des 12 mois. Chez toutes les personnes nées depuis 1980, donc 2 doses après 12 mois, donc il faut éventuellement faire une troisième. Il faut 1 mois minimum entre les doses si vous faites chez une personne qui n'a aucun calendrier, aucun carnet vaccinal, aucun antécédent de vaccination, si vous refaites la vaccination rougeole. Et avant 1980, donc pour les personnes plus âgées, on recommande une dose pour les professionnels de santé, les professionnels en contact avec les enfants. On vaccine systématiquement tous les primo-arrivants migrants contre la rougeole, oreillon, rubéole. On pense qu'ils l'ont peut-être déjà attrapé. On ne sait pas s'ils ont déjà été vaccinés, mais dans le doute, il n'y a pas de risque de vacciner une personne déjà vaccinée. Grande question aussi, c'est la sérologie préalable. Les tests sérologiques utilisés en laboratoire ne permettent pas ne sont pas assez fins pour tester une immunité vaccinale. Ils peuvent tester une maladie. Donc, il n'est pas demandé, il n'est pas recommandé, il n'est pas souhaité en fait de faire une sérologie rougeole préalablement à la vaccination pour s'assurer si la personne est bien vaccinée ou pas. Alors, si vous avez des antécédents qui laissent penser qu'ils ont déjà attrapé la rougeole, c'est pas pareil, hein, c'est de façon systématique. Concernant le VRS, on a des nouveautés aussi chez les femmes enceintes, comme on le verra rapidement tout à l'heure. La vaccination est recommandée. Elle est recommandée chez les personnes non enceintes de plus de 75 ans de façon systématique. Et pour l'instant, le vaccin n'est pas remboursé. Elle est recommandée chez les personnes présentant une pathologie cardiaque ou respiratoire chronique à partir de l'âge de 65 ans, comme c'était le cas déjà pour le pneumocoque avant qu'il ne soit généralisé à l'ensemble des personnes de plus de 65 ans. Pour la coqueluche, adulte de plus de 25 ans, un entourage du nouveau-né, si la mère on vaccine, si la mère n'a pas été vaccinée pendant la grossesse, a accouché moins d'1 mois après la vaccination. Chez la maman qui a été vaccinée, on ne revaccine pas l'entourage. Et on revaccine l'entourage que si la dernière vaccination remonte à plus de 5 ans. En cas d'urgence sanitaire, on peut demander aux professionnels de santé de refaire une vaccination si leur vaccination remonte à plus de 5 ans. Pour le zona, c'est aussi une grande nouveauté dans nos pratiques. L'ensemble des personnes de 65 ans et plus, sans limite d'âge, ont une proposition, se voient proposer la vaccination de prévention du zona. Il y a des délais à respecter si jamais la personne vient d'avoir un zona ou a été vaccinée contre l'ancien vaccin vivant Zostavax. Alors, il faut savoir que le vaccin contre le zona ne protège pas contre la varicelle. Donc, une personne qui n'a jamais eu la varicelle, si on lui fait une vaccination contre le zona, cette vaccination ne sera pas efficace. Pour le papillomavirus, très rapidement, donc il va y avoir une extension des recommandations vaccinales jusqu'à 26 ans pour l'ensemble des adolescents, adolescentes, en fait, des jeunes hommes et des jeunes filles jusqu'à 26 ans. Il y a une question de la MSP Maryse Bastier sur le VRS. Oui, j'avais une question sur le vaccin VRS utilisé là, pour les adultes, 75 ans et plus, et ceux qui sont fragilisés par des pathologies. Là. C'est le Beyfortus, du coup? C'est le... Non, c'est pas c'est le. Pour l'instant, on l'utilise pas puisqu'il n'est pas remboursé. C'est la Brisevaux? C'est la Brisevaux, voilà. Mais la Ah, Brisevaux,
il est remboursé à 100% pendant la grossesse? Je pense, oui. Oui, Je oui. sais pas. Oui, Et Il alors, est juste pas remboursé quand il s'est fait en dehors de la grossesse, mais pendant la oui, grossesse, il est à oui, oui, 100%. oui, 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 oui. et Et il du, est moins cher que le Befortus. et du coup, ma question, c'est Par le. contre, il y a des contre-indications, des associations vaccinales qui sont On pas peut pas possibles faire avec coqueluche. la grippe. Oui. Ouais. Non, c'est la coqueluche. La coqueluche, oui. C'est la coqueluche qu'on peut pas faire Et avec la Brisevaux. avec les deux, et je crois que c'est il me semble, enfin, je vous le montrerai après. Oui. Et la Brisevaux, c'est comme le Beyfortus, c'est pas un vaccin, enfin, c'est pas une réaction vaccinale, mais un apport d'immunoglobuline ou. Non, non, Parce que le Beyfortus, on nous l'a présenté comme n'étant pas un vaccin qui crée une immunité contre le VRS, mais c'est une protection passive qui dure le temps d'une épidémie. oui. Alors, Mais en attendez, je fait, vous. ils savent pas trop, enfin, de ce que moi j'avais compris par rapport au Befortus, non, par rapport, alors oui, par rapport au Befortus, c'est qu'ils savent pas s'il faut le reproduire chaque année ou pas. Il en est de même pour la Brisevaux, c'est-à-dire qu'une femme qui aurait été enceinte pendant une période endémique et qui aurait reçu de la Brisevaux, pour l'instant, on ne sait pas si l'année d'après, on peut lui refaire de nouveau la Brisevaux. C'est pas clair, il n'y a pas de, pour l'instant, Pas connu, quoi. c'est pas connu. Ok. Mais alors, il Voilà. vaut mieux faire la Brisevaux parce que la Brisevaux, ça coûte quelque chose comme moins de 200 euros, alors que le Befortus coûte 400 euros. Et le Befortus, il est remboursé qu'à 30% par la sécurité sociale, ce qui élimine un grand nombre de petits patients qui peuvent pas se le payer, quoi. D'accord. Ok. Ok. Bah, écoutez, j'ai accéléré. Donc, on arrive. Euh, alors, oui, concernant le HPV, je ne sais pas si vous en avez eu dans vos cabinets, il y a eu des alertes sur le risque de malaise ou de syncope pouvant survenir après l'administration du vaccin Gardasil. C'est vrai qu'il fait mal. Et c'est vrai qu'encore récemment, il y a eu il y a pas eu de conséquences, mais il y a eu un jeune qui a fait un malaise après cette vaccination-là, beaucoup plus que les malaises vagos avec les autres vaccins. Concernant la femme enceinte, on a une accélération des recommandations, puisqu'on a eu en 2012, on a la grippe qui a été proposée. En 2020, on a la Covid-19 qui a été proposée. Puis en 2022, donc en fin de grossesse, à partir de la 20e semaine d'aménorrhée, on a proposé la vaccination contre la coqueluche. Et puis, donc désormais, on propose aussi la vaccination contre le VRS. Euh, Concernant la grossesse, il y a énormément de recommandations maintenant. Donc, je vous ai fait une synthèse de toutes les recommandations. Donc, déjà, sur le calendrier vaccinal, au chapitre 2, 22.2, vous avez tout un chapitre sur la vaccination de la femme enceinte. Vous avez l'HAS qui a élaboré un guide. Donc, tout ça, ce sont des liens, hein. Si vous avez les slides, vous pouvez cliquer sur les liens et donc avoir le guide. Ici, c'est un guide HAS sur la grossesse que je trouve assez bien fait. Grossesse, les vaccins recommandés. Donc, vous téléchargez le guide. Infovac, c'est vraiment une source, c'est une mine d'informations sur lequel vous avez aussi tout un document concernant la vaccination des femmes enceintes. La NSM a établi un tableau concernant les différents vaccins et ceux qui sont recommandés chez la femme enceinte et ceux qui ne le sont pas. Et, et comme structure de référence aussi, même si ça n'est pas opposable, on a le CRAT hein, qui a établi deux grands documents, un tableau récapitulatif des informations sur ce qu'ils connaissent sur la vaccination des femmes enceintes et les grandes lignes du raisonnement qui est valable aussi bien pour les médicaments que pour les vaccins, sur comment doit-on raisonner quand on administre un produit chez une femme enceinte en fonction du délai de la grossesse. Donc le fameux guide HAS est très bien fait. Vous avez donc une ligne chronologique avec le premier mois jusqu'à l'accouchement. Vous voyez que la grippe peut être faite à tout moment de la grossesse pendant la période d'exposition, c'est-à-dire à l'automne. Pour la Covid, c'est le même raisonnement.
Pour la coqueluche, on fait la vaccination à partir de la 20e semaine et jusqu'à 36 semaines. Concernant le VRS, donc il y a un décalage qui est fait par rapport à la coqueluche, hein, justement pour éviter l'administration concomitante de coqueluche et de VRS, puisqu'il faut un délai de 2 semaines entre les deux. Donc c'est pour ça qu'on a vaccination 32 et 36. Voilà. Bah, écoutez, je suis allé vite. Il y avait une question qui avait été posée par un médecin généraliste dans le formulaire d'inscription et qui n'est pas présent là en visio. C'était donc Nimanrix, si déjà 2 Nesvac, point d'interrogation. Oui. Donc la réponse, c'est ça? La réponse, c'est qu'effectivement, même si on a eu deux Nesvac, on peut faire la vaccination jusqu'à la 5e année, donc jusqu'à 4 ans, un rappel de méningite ACYW. Et après, il y avait Bexero et Nimanrix chez les ados, jusqu'à quel âge? Donc c'est jusqu'à 24 ans. Et après, il y avait BCG toujours recommandé en Île-de-France, point d'interrogation. Donc là, c'est oui, ce que vous l'avez dit. Oui, c'est oui. Alors pour la vaccination BCG, on est contraint par le flacon, hein, puisqu'on peut faire un peu comme pour la Covid, hein, on est obligé d'ouvrir un flacon pour entre 6 et 7 personnes. Voilà, donc on essaye de regrouper les demandes de vaccination BCG. Et après, il y a une autre question donc, de la MSP Maryse Bastier sur ACYW. Est-ce que c'est possible de remettre la slide sur l'ACYW parce que La synthèse, la verte, ouais. ouais. Donc du coup, il y a le M6, le M12. La question entre 12 et 24 mois, donc par exemple, un enfant qui a 18 mois, il a eu 2 Nesvac, le M5 et le M12. On lui fait, donc avant ses 2 ans, juste une dose de Nimanrix, par exemple, c'est ça? Oui. Ok. Ouais. Et c'est pareil jusqu'au 5e Et ça va jusqu'au 5e anniversaire, c'est ça? Oui, oui. Et ensuite, c'était les Et ça, c'est probablement temporaire, hein. C'est un dispositif temporaire. Hein. Et par contre, Donc, on est d'accord que s'il a eu un Nesvac à M6 et qu'on lui fait un ACYW à M12, c'est bon. c'est bon, ça suffit, oui, absolument. Et s'ils ont eu 2 Nesvac, ça marche aussi. On leur fait quand même un CY. Oui, quand vous regardez les courbes concernant l'incidence des souches de type C, elles sont quasiment inexistantes, hein. Vous voyez qu'en 2015, donc on a les différentes couleurs correspondent aux différentes années. Et on voit que pour le C, alors que c'était bien présent, hein, son nombre de cas, parce qu'en fait, le nombre de cas est quand même pas si conséquent que ça, c'est quasiment nul en 2023. Hein. Donc les vaccinés contre la méningite de type C, ça a beaucoup moins, enfin ça a plus d'impact. D'accord. Et les 11 ans, on peut remettre juste la slide récapitulative. Oui, celle-ci. Alors, de 11 à 4. Ah, c'est recommandé, c'est pas obligatoire, mais remboursé. Ça, c'est le B. Ah, ils sont tous remboursés. Hein. Ça, c'est dans le cadre du rattrapage. Le B, il est remboursé À partir 15 à 24 si la personne n'a rien reçu jusque-là. À partir de 11 ans, donc on vaccine s'ils l'ont pas reçu dans l'enfance, on fait Non, je crois qu'on peut vacciner même si, parce que en fait, le méningite de type B, la méningite de type, la vaccination est particulière puisque en fait, elle n'empêche pas le portage et elle a une durée de protection très courte. Et donc c'est vraiment une vaccination qui est administrée pour cette période spécifique de l'adolescence où les contacts sociaux sont très importants, où les échanges sont très importants et donc il y a un risque de contamination qui est plus important. C'est pour ceux qui sont déjà vaccinés. Oui, parce que moi j'avais compris que c'était une nouvelle vaccination parce qu'il y a 2 pics d'infection, épidémiques, c'est tout petit et vers 15-20 ans, quoi. En fait, on vaccine de 11 à 14 pour protéger entre 15 et 20 les
les grands ados, jeunes adultes, quoi. Voilà, c'est-à-dire que la vaccination qui a été faite, enfin, elle n'existait quasiment pas, sauf chez les personnes qui présentaient des pathologies particulières, mais la vaccination contre la méningite A, C, Y, W n'existe pas chez les enfants. Et donc là, il y a un rattrapage qui est proposé parce qu'il y a toute une génération qui n'est pas protégée contre cette vaccination qui est faite toutes les 5 ans, hein, chez les personnes drépanocytaires, par exemple. Et pour la B, la vaccination, elle est proposée aux enfants. Enfin, je pense qu'on verra à la suite du rattrapage s'il faut continuer à vacciner les enfants à l'adolescence. Mais pour l'instant, il me semble que c'est tous les enfants qui sont proposés, pour lesquels on propose une vaccination. Oui. Donc là, sur le ACYW, si on vaccine un enfant qui a 12 ans, on le revaccine aussi entre 15 et 24 ou c'est Non, s'il non, a, non, 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 c'est s'il n'a pas été de c'est- vaccin entre 11 et 14. Voilà, c'est entre 15 et 24 ans, c'est marqué rattrapage, c'est-à-dire qu'on fait la vaccination à 11-14 ans, et si la vaccination à 11-14 ans n'a pas été faite, on Oui, fait le c'est ça. rattrapage. D'accord. OK. OK. Et pour le Bexero, pour le B, entre 15 et 24 ans, c'est s'ils ne l'ont pas eu petit. Ou même s'ils l'ont eu enfant, on refait Mais un même pour le ACY, hein, W, hein, Je suis désolée, hein, ouais, oui, Pas contre le B. il y a un 15-24 là. Oui, c'est un rattrapage. Oui, c'est un rattrapage. Ouais. Donc là, c'est c'est un un rattrapage. rattrapage si ça n'a pas été fait C'est ça, ok. dans l'enfance, dans la petite enfance. Tu fais un D'accord. Non, rattrapage. non, si ça n'a pas été fait entre 11 et 14 ans. Mais le B, C'est-à-dire on doit pas le refaire entre 11 et 14 ans, le méningo B. non, non, le rattrapage entre 15 et 20, le rattrapage, c'est marqué entre 15 et 24 ans. Donc le B, on le fait on peut le proposer à partir de 15 ans. Oui, mais on le fait que si ça n'a pas été fait dans la petite enfance. Pour le B, on le fait même si ça a été fait dans la petite enfance, mais qui est un cas de figure qui n'est actuellement pas présent, peu présent. Non, non, on le fait, C'est on le nouveau. fait, on le D'accord. fait. Ok. D'accord. Ok. Les enfants qui ont été vaccinés dans l'enfance ne sont plus à l'adolescence protégés contre la méningite de type B. Oui, d'accord, mais pour l'instant, on ne commande pas de le refaire. Non, parce qu'en fait, on n'est pas dans le cas de figure. On n'a pas encore les jeunes de 15 ans qui ont été vaccinés contre le méningo B petit. C'est pour ça on n'y est pas encore. Et je suis désolée, hein, c'est juste pour bien comprendre. Le ACYW, entre 11 et 14 ans, les enfants petits à la petite enfance qui ont eu le ACYW, on leur refait aussi une dose entre 11 et 14? Ouais. Oui. Enfin, sauf s'ils ont eu un vaccin il y a moins de 5 ans, puisque c'est actuellement la recommandation qui est utilisée pour les personnes immunodéprimées, par exemple, drépanocytaires. On fait un vaccin tous les 5 ans. On D'accord, considère mais en que population générale, en population générale, pour moi, on fait une vaccination, quel que soit le nombre de vaccinations que l'enfant, enfin, même si l'enfant a été vacciné contre la méningite A, C, Y, W dans l'enfance. d'accord. Mais Ok. on en fait qu'une, hein. Une heure entre 11 À et 14. partir de 11 ans, on n'en fait qu'une. Ok. D'accord, c'est bon. Merci. Pas d'autres questions? Eh bien, merci, docteur Bou, pour De la rien. présentation, d'avoir répondu aux questions. Et donc, le webinaire est enregistré et donc sera disponible en replay prochainement. Merci à tous. Merci à bien. tous. Bon après-midi. Dis, au revoir. Au Merci, au revoir. revoir.